Alors, très bien. Donc, pour cette séance, on va essayer de faire le cours. Un cours. Monsieur, c'est bon. Très bien. Le cours sur les viscoélastiques, hein. Alors, les fluides viscoélastiques, on va essayer de. Voilà. Fluides viscoélastiques, ce que nous avons fait la dernière fois, on n'a pas. On a commencé. Alors, on va commencer par le comportement solide-liquide. Donc, on a dit que le fluide viscoélastique, c'est des fluides qui se trouvent entre un liquide et un solide. Alors, ça c'était l'introduction de la dernière fois, mais c'est pas un problème, on va la lire comme ça. Alors, la frontière solide-liquide est souvent mal définie. Une substance est solide lorsqu'elle est soumise à une contrainte, lorsqu'elle est soumise à une contrainte d'eau constante. Cette contrainte ne provoque pas de rupture, ou bien, et on a toujours un équilibre statique. Ok. D'une autre manière, on a pour le solide, le solide ne se déforme pas. Ok. Alors, lorsque le solide est soumis à une contrainte taux constante, il ne se déforme pas. Ok. À peu près, c'est ça l'idée. Alors maintenant, une substance est liquide si, lorsqu'elle est soumise à une contrainte taux constante, c'est-à-dire lorsqu'on applique une contrainte constante sur un liquide, elle n'atteigne jamais l'équilibre. Donc elle reste toujours en écoulement, tandis que, vu que le taux est toujours appliqué. Okay. Donc on a une déformation, donc sa déformation augmente continuellement, donc on a un écoulement. Euh, on a toujours un écoulement si on applique toujours la contrainte taux, elle est toujours constante. Okay. Alors, le comportement d'un corps viscoélastique est linéaire et intermédiaire, voilà, entre le comportement d'un solide, ok, et un liquide. Donc, le viscoélastique, les fluides viscoélastiques, c'est des fluides qui se trouvent entre l'état solide et l'état du liquide. Ok. Généralement, c'est les pâtes. On peut trouver les pâtes, je ne sais pas, les gels, etc. Ok. Alors, lorsqu'on dispose d'un un rhéomètre, ça c'est un appareil, c'est un instrument de mesure. Ok. Bon, on a dans notre labo à l'USTHB, la faculté. Vous pouvez le voir si on a la possibilité. Donc, un rhéomètre capable d'imposer une contrainte constante. Donc, lorsque on dispose d'un rhéomètre, lorsqu'on a capable d'imposer une contrainte constante, donc la déformation, la déformation de notre fluide, elle est en fonction de la contrainte fois f de t. F, c'est quoi? F, c'est la fonction du fluage. Ok. Très bien. Lorsqu'on impose aussi une déformation, c'est-à-dire l'inverse, donc on impose une déformation, donc le taux, lorsqu'on impose une déformation, ok, donc la contrainte, elle est en fonction de cette déformation fois une fonction g de t qui est appelée fonction de relaxation. Ok. Donc si vous appliquez une contrainte, donc vous aurez une réponse sous forme de epsilon. Alors là, si vous appliquez une contrainte, si vous appliquez une contrainte, donc vous avez une réponse epsilon de t, et la contrainte est epsilon de t égale à la contrainte fois f de t. Okay. Et si vous appliquez une déformation epsilon, donc votre réponse sera la contrainte correspondante. Donc la contrainte égale à la déformation epsilon fois une autre fonction g de t appelée fonction de relaxation. C'est clair? Ça, c'est ce que nous avons fait la dernière fois en présentiel. Alors maintenant, on va essayer de voir le cas du solide élastique parfait. C'est quoi un solide élastique parfait? Un solide. Alors, l'équation rhéologique d'un solide élastique, un solide, c'est epsilon égale J fois tau. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, vous l'avez vu en RDM, c'est la loi de Hooke. Ok. Alors, ça, c'est la loi de Hooke. Alors, le J, c'est une constante. Et on peut, le J, elle est en fonction aussi, ce qu'on appelle un coefficient de Lamé, module de rigidité,
le G. Donc 1G égale 1 sur J. Ok? Alors ça c'est la loi de Hooke. Ça c'est pour les gens qui ont fait la résistance des matériaux. Donc epsilon égale J fois tau. Très bien. Alors le solide, il est schématisé par un ressort. Ok? Donc c'est pour ça qu'on a on dit un solide élastique. Donc dans un état élastique d'abord, avant la rupture. Donc le solide il est élastique. Donc l'élasticité de ce solide est schématisée par un ressort. Le coefficient J est toujours constant. Donc chaque solide possède le J tau. Ok, un J constant est propre à ce type de ce solide. Ok, très bien. Alors maintenant on peut voir aussi le liquide visqueux de Newton. Alors le liquide visqueux de Newton, un liquide. Alors l'équation rhéologique d'un liquide s'écrit. Alors vous avez tout d'abord cette écriture d epsilon sur un dt égale tau t sur mu, parce que le mu, ce que nous avons fait déjà, égale le mu égale à tau sur epsilon point. Ok, très bien. Alors epsilon point, c'est la vitesse de déformation, n'est que d epsilon sur un dt. Ok, donc c'est une réécriture de ça. Très bien. Alors, en pesant les conditions initiales, alors on n'a pas dit les conditions limites, hein, c'est les conditions initiales, c'est-à-dire en temps. Le temps at égale à 0, tau égale 0 et déformation nulle. Donc là, on peut tirer la déformation, c'est 1 sur mu, l'intégrale de tau de t dt, à partir de là, à partir de ça. Donc vous tirez le epsilon, ok, vous tirez cet epsilon de là, en fonction de t, et vous ouvrez ça. Alors en faisant l'intégrale entre 0 et 1t, le epsilon égale un tau 0 qui est constant, c'est-à-dire pour un tau constant, c'est le tau 0 sur mu fois le t. Voilà, ça c'est tau de t dt, donc pour un tau constant de tau 0, donc il sort de cette intégrale, et vous aurez que l'intégrale de dt, donc ça va être ça, 1t, donc tau 0 sur mu fois le t. Alors vous voyez la déformation d'un liquide, elle est en fonction, ok, une fonction de taux. Donc taux constant, vous avez une déformation à peu près, elle est toujours constante, mais en fonction aussi de du temps. Donc si vous augmentez le temps, donc la déformation va augmenter. Ok, très bien. Ça c'est une équation rhéologique d'un liquide de Newton. Alors pourquoi on a ajouté le terme de Newton? On a dit le terme Newton, c'est-à-dire les fluides newtoniens, c'est des fluides qui possèdent une viscosité nulle. C'est des fluides qui possèdent une viscosité constante. Ok? Donc, dans notre cas, le mu est toujours constant. Alors, dans des différents ouvrages, on trouve que pour une viscosité d'un fluide de Newton, au lieu de appeler cette viscosité, de noter cette viscosité par mu, mais on peut l'appeler par état. Ok? Voilà, état, c'est la viscosité d'un fluide de Newton, c'est-à-dire pour différencier la viscosité des différents fluides. Lorsqu'on trouve état, voilà, c'est-à-dire que directement on peut dire que nous avons un fluide newtonien, état, mais pas mu. Très bien, ça c'est des écritures. Donc, pour un solide élastique, le solide est caractérisé, je répète, hein, le solide est caractérisé par un ressort, ok, parce qu'il est élastique, donc, ok, il peut revenir à l'état initial, un ressort, et l'équation rhéologique, c'est que l'équation de Hooke, la loi de Hooke. Voilà, ok, très bien. Pour les fluides visqueux de Newton,
L'équation rhéologique, bah, c'est cette équation bah, standard, mais avec une certaine réécriture, donc dy sur un dt, qui est le epsilon point, ça c'est le epsilon point, ok, taux sur mu. Donc à partir de là, on essaye de tirer la déformation epsilon aux conditions initiales, c'est-à-dire pour un taux à 0 et à epsilon t égale à taux, égale à 0, ok, et en maintenant après un taux égale à un taux 0, c'est-à-dire constant, pour une contrainte, contrainte de cisaillement constante. Très bien. Alors, l'expression du fluage, pour l'expression du fluage, est obtenue en remplaçant toujours, je m'excuse, en remplaçant le taux 0 par 1. Et epsilon, et on remplace aussi epsilon par f. Ok? Alors, comment on écrit l'équation du fluage, la fonction du fluage? La fonction du fluage est écrite lorsqu'on remplace la contrainte de cisaillement par l'unité égale à 1, et on remplace aussi la déformation par f. Donc si on revient à notre équation précédente, la voilà, epsilon t, par exemple, epsilon t égale taux 0 sur mu fois t, donc tous les f, ça va devenir f, égale, je remplace le taux 0 par 1 sur mu, voilà, fois t. Voilà, ça c'est la fonction du fluage, vous voyez? Très bien. Donc, c'est ça ce que on a fait ici. On a remplacé le taux égal à 1 et epsilon par f. Donc, on a cette fonction. Alors, schématiquement, on peut remplacer le fluide de Newton par un amortisseur. Alors, voilà. Donc, un fluide, ou bien plutôt un liquide de Newton, un liquide est toujours représenté par un amortisseur. Donc, il est soumis à une contrainte, ok, deux contraintes, c'est-à-dire de haut et d'en bas, on remplace et cet amortisseur, l'amortisseur c'est la viscosité. Si on trace maintenant cette fonction f de t, donc t sur mu, en fonction du temps, la fonction du fluage en fonction de t, on va aboutir à une pente 1 sur mu. Ok? C'est la pente 1 sur mu. Alors, lorsqu'on a une droite comme ça, on a dit que la droite représente ou bien exprime que le fluide est un fluide, c'est un liquide de Newton. Donc les liquides de Newton, les liquides en général, lorsque vous tracez f, le fluage en fonction du temps, vous aurez une droite avec une pente de 1 sur mu. Ok? Très bien. Par contre, si on tout à l'heure, lorsque vous remplacez aussi f, on a f en fonction du temps, voilà, là voilà, on a tous les f, ici c'est f, égale j. Parce que, fonction du fluage pour un solide élastique, je remplace le epsilon par un f, et je remplace le taux par 1. Donc, ma fonction du fluage, c'est f égale à j, c'est une constante. Et là voilà ce qui est en rouge. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors maintenant, vu qu'on a schématisé un solide élastique et on a schématisé un liquide de Newton, maintenant on peut faire des associations. Le premier cas, c'est loi d'association en parallèle.
en parallèle. Alors, ici, vous voyez qu'on a fait une association en parallèle entre un solide représenté par un ressort et un liquide de Newton représenté par un amortisseur. Ça, c'est une association en parallèle. Alors, dans une association en parallèle, la contrainte imposée, donc taux, est la somme des contraintes à chaque branche. Tout à fait normal, parce que si vous appliquez ici taux, ok, donc le taux, donc chaque branche, on trouve un demi de ce taux. Donc le taux total égale taux 1 plus taux 2. Alors taux 1, c'est pour le cas du solide, et le taux 2 pour le liquide. Donc taux 1 plus taux 2, c'est le taux total. Mais la déformation, c'est la même déformation que dans à chaque branche. C'est-à-dire que epsilon total égale à epsilon 1, voilà, epsilon 1, plus, égale aussi à epsilon 2. Parce qu'il se déforme, la déformation, c'est la même que pour un solide ou que pour un liquide de Newton. Donc, en association en parallèle, on a cette condition. Donc, le taux total égale à la somme des taux dans chaque branche, et la déformation est identique dans chaque branche aussi. Donc, epsilon total égale epsilon 1 plus epsilon 2. Très bien. Alors, on peut aussi voir loi d'association en série. Alors, cette représentation est pour une association en série. Donc, on a mis en série un solide élastique représenté par un ressort et un liquide représenté par un amortisseur. Alors, la condition, c'est que maintenant, le taux appliqué, le taux qui s'applique en totalité, c'est la contrainte est la même dans chaque branche. Donc le taux total égale taux 1 plus taux 2. Donc il y a une égalité. Donc le taux est partout dans chaque branche. Par contre, la déformation totale, déformation totale de tout ça, la déformation, c'est la somme des deux déformations. Donc epsilon 1 plus epsilon 2. Ça, voilà, cette écriture en contrainte tangentielle de cisaillement et la déformation, ça c'est pour une association en série. Donc, généralement, on n'a que ces deux lois d'association en série et en parallèle. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de voir le premier cas de notre fluide, d'un fluide viscoélastique. Alors, on a dit que le fluide viscoélastique, c'est un fluide qui se trouve entre un liquide de Newton et un solide élastique. Alors, donc on a deux cas. On a un solide de Kelvin-Voigt. Un solide de Kelvin-Voigt. Alors, le solide de Kelvin-Voigt est une structure représentée par une association en parallèle. Voilà. Alors, cette structure qui est en parallèle, là voilà, elle est appelée solide de Kelvin-Voigt. Alors, en parallèle entre un ressort d'un solide et un amortisseur du liquide de Newton. Donc maintenant on peut faire une écriture de tout ça. Très bien. Alors, le taux 1, on va dire ça c'est taux 1, et pour le liquide, c'est le taux 2. Voilà. Le taux 2. Donc, on va avoir epsilon 1 ici pour le solide et un epsilon 2 pour le liquide. Alors, taux 1, c'est 1 sur J epsilon 1, et le taux 2, c'est mu d epsilon 2 plutôt là, c'est epsilon 2 dt. Donc, on a pu écrire, on peut écrire le taux contraint de cisaillement en fonction de la déformation pour le solide, et la contrainte de cisaillement en fonction de la déformation, ça c'est 2, c'est pas 1. Alors, la contrainte de cisaillement en fonction de la déformation d'un liquide
d'un liquide de Newton. Et on a dit aussi que la déformation, elle est identique dans chaque branche. Donc epsilon 1 égale epsilon 2 égale à epsilon total. Donc on a une seule déformation qui est unique pour les deux branches. Voilà, epsilon. Très bien. Et aussi le taux, la contrainte de cisaillement globale de Kelvin-Voigt et la somme des deux contraintes de cisaillement dans chaque branche. À partir de là, je vais faire la somme. Donc le taux égale taux 1 plus taux 2. Donc taux égale mu d epsilon sur 1 dt plus 1 sur j epsilon de 1. Alors pour déterminer la fonction du fluage, on a dit qu'on doit remplacer la contrainte par l'unité égale à 1 et la déformation epsilon par f. Ok? Donc je remplace epsilon par f et je remplace le taux égal à 1 par l'unité. À partir de là, qu'est-ce que j'aurai? Cette équation va devenir à ça. Voilà. Donc le taux c'est 1, ok? Le epsilon 1 c'est f, le d epsilon c'est le f. Donc c'est la même écriture. Alors en séparant les variables maintenant, je peux séparer. Ok? Donc à partir de là, j'aurai mu fois j égale df sur un j moins f égale à dt. C'est à partir de là, c'est très simple. Hein? Donc ça, voilà, je peux rien ménager cette relation, je peux la réménager à ça. Donc mu fois j égale df sur j moins f dt. Ok, c'est très simple. Alors, à partir de là, en intégrant entre 0f, en faisant l'intégrale, si j'intègre maintenant, voilà. Ça, c'est la même équation que précédemment, mais avec, j'ai ajouté, on intègre la fonction du fluage entre 0 et un f, et le dt, l'intégrale entre t, borné entre 0 et 1 t. Alors, en faisant l'intégrale directement, je vais trouver une expression de ce type. Et si je vais ramener le j à l'autre côté, donc en finalité, j'ai ça. Voilà. Ça, c'est la fonction, c'est une fonction du fluage pour le cas de solide de Kelvin-Voigt. Un solide de Kelvin-Voigt. Ok? Alors, ce qu'on remarque, alors si je trace cette... je peux tracer ça sur un rhéogramme f de t, un rhéogramme f fonction du fluage, f en fonction du temps. Alors j'aurai une certaine courbe de cette forme. Ok? Très bien. Alors le terme, ce qui est important aussi, c'est ce terme, mu fois j, j fois mu ou bien mu fois j. Ce terme représente le temps de retard. Ok? C'est un temps de retard. Donc, ce qui est dû aussi au ressort, le retard d'un ressort et le retard d'un ressort et le retard d'un amortisseur. C'est-à-dire, il dépend de la valeur du J de votre ressort, c'est-à-dire de votre solide. Ok? Et il dépend aussi de votre amortisseur. Donc à partir de là, ce que vous avez une courbe f de t, f de t en fonction de t, de cette forme. Ok? Très bien. Alors, ce qu'on remarque aussi, on remarque que lorsque t augmente, à partir de cette expression, cette équation, lorsque t augmente jusqu'à l'infini, le epsilon, ça peut plutôt l'exponentielle moins l'infini, va tendre vers 0. Ce sera très petit devant 1. Et ça va rester que le j. Ok? Donc c'est pour cela que à t, lorsqu'on augmente le t infiniment ou très grand, donc ça va nous donner une certaine, cette courbe va devenir pratiquement, la théorie,
C'est pas très exact en physique et lorsqu'on fait des expériences. Ça va me donner généralement un J. Ok, lorsque t tend vers l'infini. Alors, lorsque t tend vers l'infini, ben, t, lorsque tend vers l'infini, la fonction du fluage, le fluage va tendre vers J. Alors, J, c'est quoi? Représente quoi? Le J représente, c'est le coefficient de complaisance de notre ressort. Donc, votre fluide viscoélastique de Kelvin-Voigt, pourquoi on l'appelle maintenant solide de Kelvin-Voigt? Parce que si vous augmentez le temps, il va tendre vers un solide, vers un J. Donc, un fluide de Kelvin-Voigt, ok, à T très grand, il va converger vers un solide. Voilà, vers un solide. Ok. Alors, maintenant, lorsque t est très petit, pour un t très petit, ok, voilà, lorsque on fait la projection, ce n'est pas la valeur de J, c'est une autre valeur qui est inférieure à J. Ici, le fluide, c'est-à-dire à t très petit, le fluide, il est intermédiaire entre un solide et un liquide, donc on ne peut pas distinguer est-ce que c'est un solide de Kelvin-Voigt ou bien un autre fluide viscoélastique. Mais lorsqu'on augmente le temps, c'est-à-dire soumis à une contrainte pendant un temps très élevé, ce fluide va se comporter comme un solide. Ok? Ça, c'est très intéressant sur le plan de l'industrie, c'est en agroalimentaire donc c'est très important lorsqu'un fluide est soumis à une contrainte pendant un temps très grand, il peut se comporter comme un ressort avec une complaisance de J. Ok. Alors maintenant c'est à vous aussi. Alors là, le problème qui va se poser après, c'est comment on peut fabriquer un fluide, ok, avec ce schéma. Ok. Alors, ça, c'est un solide de Kelvin-Voigt, mais qui n'est pas généralisé. Parce qu'on n'a que une association d'un ressort, un ressort uniquement, et un amortisseur uniquement. Ok? Ce n'est pas très compliqué. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Ben, il n'y a pas. Très bien. Alors, s'il y a des questions, je ne sais pas si je peux revenir à quelques trucs avant. Je ne sais pas. Donc, on a fait l'association en série. Alors, ça, on a représenté. Voilà ce que nous avons fait. Hein. Donc, on a défini c'est quoi un solide élastique parfait. Un solide, donc, c'est un amortisseur. Un liquide visqueux de Newton. Un liquide visqueux de Newton. Nous l'avons schématisé par un amortisseur. Et on a fait la loi d'association en parallèle avec la condition que le taux doit être le taux global. C'est la somme des taux dans chaque branche et la déformation identique dans chaque branche aussi. Et on a fait aussi la loi d'association en série. Voilà, sans monter ici en série. Vous avez que le taux, la contrainte de cisaillement est identique dans chaque branche. Par contre, la déformation totale, c'est la somme des deux déformations. Alors, on a étudié aussi le cas du solide de Kelvin-Voigt et on a dit qu'il représente une association en parallèle avec les mêmes conditions que précédemment. Alors, on a écrit, il faut écrire la contrainte de cisaillement dans chaque branche, l'expression. Si c'est un solide, c'est-à-dire un ressort, vous avez cette expression. Et si on écrit aussi le taux en fonction de la déformation pour un amortisseur, c'est celle-là. En prenant la condition précédemment
que le taux, c'est la somme des taux et epsilon est identique, bon, on va écrire ça, taux égale la somme des deux, et je bascule vers la fonction du fluage. À la fonction du fluage, je remplace epsilon, la déformation, par f, et je remplace le taux par 1. Ok, et je réaménage un petit peu l'écriture TI. J'aurai, en fin de compte, pour un solide de Kelvin-Voigt, cette expression en J est un exponentiel moins T mu J. Alors on a dit que le mu fois J représente le terme de retard, qui est très important dans l'élaboration des fluides. Ok. Et lorsque je trace la fonction du fluage, on a cette courbe, on a de l'exponentiel d'abord, ok, ça commence à partir. Voilà, ça représente certaines, on va dire un moins exponentiel, ok, cette courbe qui représente un petit peu un mélange entre solide et liquide, mais si j'augmente le temps, le fluide viscoélastique va se comporter comme un solide, comme un ressort. Donc ici j'ai un ressort. Voilà, très bien. Parce que l'amortisseur va s'annuler, si on peut dire. Il n'a plus d'influence dans le cas du solide de Kelvin-Voigt. Très bien. Alors, je me contente maintenant pour le cours, ok, à ce niveau ici, pour la compréhension. Alors, s'il n'y a pas de questions, je ne sais pas, je termine mon cours maintenant, ok. Et on va voir après, dans notre séance, le TD. On va faire le TD. Je vous l'ai envoyé dans Google Classroom. Vous pouvez voir la série 2 du fluide viscoélastique. Très bien. Donc, je vous remercie. Ok. Et à plus tard. Je pense que je vous ai envoyé aussi l'emploi du temps à voir. Donc, vous pouvez voir le créneau du TD, je pense, il y a 13h. Allez, au revoir et merci tout le monde.